Hi everyone, this is our channel Around My Story. Please like, share and subscribe. Avant cet été, je n'avais aucune expérience des applications de rencontres. Tinder n'a été lancé que 2 ans après la fin de ma relation à long terme. Pendant les 7 années qui a duré notre relation, j'ai joué avec les applications de mes amis, mais je n'ai jamais adhéré. Me retrouvant soudainement célibataire au début de l'été et ayant désespérément besoin de distraction, j'ai plongé la tête la première dans la piscine des rencontres en ligne. J'ai commencé avec Tinder parce que ma ville est trop petite pour autre chose et que mon cœur, froid et mort, voulait des rencontres occasionnelles. Rien de sérieux. C'est le but de Tinder. Tinder a répondu à la plupart de mes attentes. J'ai eu une poignée de rendez-vous, j'ai rencontré des gars cool et d'autres pas si cool. Et j'ai traîné avec quelques personnes vraiment intéressantes, comme un DJ radio qui gère une entreprise de mariage à côté. Ce que je n'attendais pas de Tinder, cependant, c'est que la plupart de ces interactions ont commencé à me faire sentir bien dans ma peau. Je veux dire, vraiment bien dans ma peau. Comme toutes les femmes du monde, je n'ai jamais été satisfaite de mon corps. Je fais du 44, je suis étiquetée grande taille et j'ai porté des lunettes par intermittence toute ma vie. Lorsque je sors avec mes amis, je ne suis jamais la fille que l'on drague, avec qui on flirte. Depuis que j'ai atteint la puberté et que j'ai pris conscience de la différence entre ce qui est attirant et ce qui ne l'est pas, j'ai toujours pensé que je jouais le rôle de la grosse amie, qui se contente de rester assise et de sourire. Bien sûr, j'ai eu des petits amis, mais ils ont toujours été mes amis avant tout. Alors quand ils me disaient « tu es magnifique », ce que j'entendais c'était « je t'ai trouvé magnifique seulement après avoir appris à te connaître ». Je n'ai pas tout de suite pensé que tu étais jolie. Je sais que le fait que quelqu'un soit attiré par votre personnalité est plus important que le fait qu'il pense que vous êtes mignonne, mais je ne détesterai pas qu'un seul gars qui ne me connaît pas du tout me dise que je suis attirante. Les amis, la famille et les petits amis, je ne les crois pas, mais un parfait inconnu, cette personne, je pourrais bien l'écouter. Cela nous ramène à Tinder. D'une de mes premières nuits d'utilisation de l'application, un ami et moi étions assis sur ma terrasse et décidions sur qui se matcher. À chaque fois que nous disions « cela se match », nous rions et regardions un peu plus les profils des gars. Après la 3e correspondance, j'ai dit « ces types me jugent juste sur mon apparence, non ?» Mon ami a hoché la tête. « Donc ils ne font que se matcher parce qu'ils me trouvent mignonne ? Ou est-ce qu'ils swappent toutes les filles ?» Nous en avons conclu qu'il était évident que certains des gars swipaient sur chaque fille, mais que les chances que chaque gars fasse ça étaient minces. On a glissé un peu plus. Quand j'ai commencé à correspondre avec des gars qui étaient classiquement beaux, eh bien, je ne vais pas mentir, c'était vraiment bien. Un mec sexy me trouve vraiment attirante? Quoi? Non. Comment c'est possible? Puis les messages ont commencé. Certains sont allés droit au but en disant « tu es vraiment jolie ». D'autres ont d'abord engagé la conversation avant de faire des compliments ici et là. Je sais que c'est ainsi que les gens fonctionnent sur Tinder, mais gardez à l'esprit que je ne suis pas du tout habituée à cela. Ce n'est que lorsque j'ai commencé à rencontrer ces gars que je me suis demandé « est-ce que Tinder peut booster l'estime de soi ?» 2 gars m'ont demandé comment une personne aussi jolie que moi était encore célibataire. J'ai eu un rendez-vous avec un gars qui m'a dit en espagnol que j'étais belle. Un autre gars que j'avais rencontré plusieurs fois m'a demandé « tu cherches quelque chose de sérieux ?» J'ai répondu en riant comme une folle. Ce n'est pas la question qui m'a surprise. C'est le fait qu'elle vienne d'un type incroyablement séduisant et en pleine forme. Parce que oui, je suis superficielle et je ne passe à côté que sur les types que je trouve physiquement séduisants. Quand j'ai fini de rire, j'ai dit quelque chose de maladroit comme « oh, peut-être, je veux dire, je ne suis pas contre ». Mon esprit cependant disait « tu es sérieuse? Tu t'es vue? Tu m'as vue ?» En fait, je n'étais pas séduisante, mais je savais simplement comment bien m'habiller. Je me suis retirée dans ma coquille malsaine. Peu de temps après ce type, j'ai traîné avec un étudiant en médecine gentil et ringard qui était en ville pour les vacances. On s'entendait bien. Le lendemain, lorsque nous nous sommes retrouvés, il semblait choqué que je sois sortie une 2e fois avec lui. Il n'arrêtait pas de répéter « tu es si belle ». Je n'ai jamais l'occasion de faire des choses comme ça.
Je ne sais pas comment répondre au compliment. Mad Boy a secoué la tête. Il a dit « Ne fais pas ça. N'aie pas honte de ton corps, tu es si séduisante. Tu t'es vue. Tu es magnifique. » Quelque chose chez ce type a fait que mes pensées habituelles de haine de soi ont commencé à perdre prise. Encore une fois, je sais que c'est le genre de choses que les gens disent sur Tinder, mais soyons honnêtes, pourquoi faire un effort supplémentaire? À moins que parce que c'est vrai. Quelque part, entre les discussions occasionnelles sur Tinder, la poignée de rendez-vous, mon esprit a tourné autour d'une nouvelle pensée. Suis-je attirante? Je me suis regardée dans mon miroir en pied. J'ai essayé de voir ce que ces gars voyaient. Des gars qui ne me connaissaient pas du tout. Des gars qui ne sont pas influencés par ma personnalité. Et des gars qui n'ont aucune raison réelle de me complimenter. Parce que je ne recherche pas une relation de sitôt. Tout à coup, je commence à le voir. Là où je voyais des bosses disgracieuses et un ventre que je rentrais avant d'éteindre la lumière, je vois maintenant un corps sain, bien dessiné et, osons le dire, mince. Mes amis, ma famille et mes petits amis m'ont toujours dit que j'étais séduisante. Mais ce n'est que lorsque ces inconnus ont commencé à le répéter encore et encore que j'ai commencé à l'entendre. Alors, qu'est-ce qui booste l'estime de soi? Tinder ou les simples rencontres? Ou est-ce qu'ils fonctionnent l'un avec l'autre? Parce que sans Tinder, je ne sortirais probablement pas du tout. Sur le plan romantique, j'ai tendance à ne pas me mettre en avant. En général, je n'ose pas aborder un homme et essayer de flirter avec lui par peur d'être rejetée. Avec Tinder, cependant, le simple fait de correspondre avec quelqu'un semble atténuer la peur du rejet. Que vous ayez trouvé une personne parce qu'elle est vraiment intéressée ou parce qu'elle a dit oui à tout le monde? Le fait de voir le message, c'est une correspondance, atténue un peu la tension qui accompagne les rencontres. Que ce soit grâce à Tinder ou non, ces derniers mois, j'ai découvert une nouvelle confiance en moi. Quand quelqu'un me complimente, je lui dis merci au lieu de répondre par une blague sur la haine de soi. Lorsque je rencontre quelqu'un pour la première fois, je m'efforce d'être aussi bavarde et sarcastique que d'habitude, au lieu d'être timide et silencieuse. J'ai flirté avec des hommes et j'ai même donné mon numéro à un musicien au hasard. Pour une fois dans ma vie, j'ai l'impression d'être quelqu'un qui vaut la peine d'être fréquenté, plutôt que de craindre que ma moitié soit trop bien pour moi. Est-ce que Tinder m'a donné cette confiance en moi? Ou est-ce que je deviens simplement plus vieille ou sage? Je n'en suis pas sûre, mais ce que je sais, c'est que je ne vais pas arrêter les rencontres en ligne de sitôt. Comment ça, elle est enceinte? Ai-je demandé à mon père. Désolée, mais je ne peux pas changer le fait que quelque chose s'est passé entre nous, et elle est enceinte. Il l'a dit comme si c'était une évidence. Je sais que vous vous demandez tous de qui je parle et pourquoi j'ai l'air contrariée que quelqu'un soit effectivement enceinte. Avant de continuer à vous raconter cette histoire, je veux m'assurer que vous restez avec moi. Alors en plus de cliquer sur le bouton d'abonnement et la cloche de notification, laissez quelque chose dans la section des commentaires. Vous voulez que je commence à vous raconter l'histoire depuis le début? Oui, je me disais bien. Mon nom est Maine. Je viens d'une famille aisée. Ce n'est pas que je me vante, mais c'est la vérité. Disons juste que ma vie est très idéale, excepté le fait que je me sens seule la plupart du temps. Je n'ai pas de frères et sœurs. Ma mère est morte quand j'avais 5 ans, et je n'ai que mon père que j'aime beaucoup. Mais comme nous n'avons que l'un et l'autre, il est un peu strict. J'ai 20 ans maintenant, mais je n'ai toujours pas le droit d'avoir un petit ami avant 21 ans. Quelle différence un an ferait-il? Je sais, oui. De plus, je ne suis pas autorisée à quitter la maison sans un chauffeur et un garde du corps. Et oui, à cause de ça, je ne sais toujours pas conduire. Et pour couronner le tout, je ne peux pas inviter d'amis à la maison, surtout des garçons. Mon père est tellement surprotecteur et je ne pourrais pas compter combien de fois j'ai souhaité qu'il ait une nouvelle petite amie et qu'il se remarie pour que je puisse enfin profiter de ma propre vie. Mais un jour, la phrase « Fais attention à ce que tu souhaites » a soudain pris tout son sens pour moi. Assurez-vous d'être prêt à entendre ça. Accrochez-vous à quelque chose, d'accord? Mon père a mis la mère de mon petit ami enceinte. Vous voyez, je sais que vous avez eu la même réaction que moi la première fois que je l'ai entendu. Comment ai-je pu me retrouver dans ce pétrin? Tout a commencé pendant l'été de l'année dernière. Notre entreprise a failli faire faillite. Je ne sais pas trop pourquoi. Bref, ne parlons pas de ça. Je me souviens que mon père était tellement stressé.
Mais il a fini par gagner le procès et il a continué à conclure des contrats avec d'autres clients, ce qui a rendu le concurrent plus menaçant. Une fois, alors que mon père et moi faisions notre jogging ensemble, nous avons vu une femme qui avait été renversée par un mini-camion et nous sommes allés l'aider. Elle n'est pas trop gravement blessée, mais elle est inconsciente. Pas de sang. Cependant, comme nous ne sommes pas des médecins, nous avons appelé une ambulance et l'avons accompagnée à l'hôpital. Mon père a remarqué que cette femme est en fait sa némésis, celle qui la poursuivait en justice. Mais bien sûr, nous l'avons quand même aidée. Nous avons laissé la femme quand les médecins nous ont assuré qu'elle allait s'en sortir. Nous avons aussi appelé sa famille avant de partir. Sur le chemin du retour, j'ai dit à mon père qu'il était une bonne personne pour avoir aidé sa rivale parce qu'elle était dans le besoin. À partir de maintenant, je ne contradierai jamais tes décisions. Je vais commencer à me renseigner sur notre entreprise, lui ai-je dit avec un sourire. Tu es sûr de ça? Tu n'as plus le droit de changer d'avis, a-t-il dit avec une étincelle dans les yeux. Oui, je te le promets, ai-je répondu fermement. Je sais que cela signifierait moins de sorties et moins de temps de shopping avec les amis, et qu'il pourrait me réserver un voyage à l'étranger pour des séminaires et des cours intensifs qui pourraient durer 1 an, mais cela ne me dérange pas. Je sais que je serai un jour le PDG de notre entreprise, et que cela ne peut pas faire de mal de commencer tôt. Une semaine plus tard, alors que j'étais en train d'être formée par l'assistante de direction de mon père dans nos bureaux, j'ai vu une femme à la tenue intimidante débouler dans la zone de réception. Elle me semblait familière. Alors je me suis excusée et je me suis approchée d'elle pour entendre ce qu'elle demandait à la réceptionniste. « Je cherche Léo. Est-il ici ?» demanda la femme d'une manière directe. J'ai vu comment la réceptionniste était interloquée. « Avez-vous un rendez-vous, madame ?» demanda la réceptionniste. Je l'ai regardée attentivement et j'ai réalisé qui elle était. C'était la femme qui a eu un accident, la concurrente de mon père. Je ne sais pas ce qui m'a poussée à lui parler, mais « Bonjour, comment allez-vous? Ça va bien ?» lui ai-je demandé sincèrement. Elle m'a rendu l'appareil avec un sourire sincère et m'a dit « Bonjour, je vais bien maintenant, je vous remercie, mais est-ce que je vous connais ?» Je l'ai invitée dans la salle de conférence vide, où je lui ai dit tout ce qu'elle devait savoir, y compris qui je suis et ce qui lui est vraiment arrivé ce jour-là. Je lui ai demandé pourquoi elle avait l'air bouleversée en cherchant mon père. Ce qu'elle a expliqué comme suit. Ce matin-là, j'ai décidé de me promener et j'ai eu l'erreur de porter un bijou. Un héritage de famille qui vaut environ 1 million de dollars. Je sais que je me suis cogné la tête violemment, mais je ne sais pas pourquoi la bague n'est plus à mon doigt quand je me suis réveillée à l'hôpital. Elle a vu comment ma mâchoire s'est décrochée. Une bague à 1 million de dollars? C'est une somme énorme. Je ne veux pas lui faire un sermon sur le fait qu'elle n'aurait pas dû la porter pendant son jogging, mais je n'ai pas eu le courage de le faire. Et ce n'est pas ma place de toute façon. Je suis sûre qu'elle le sait et ce n'est pas sa faute si elle a eu un accident. Ok, peut-être que j'ai de la peine pour elle parce que je porte aussi mes bagues pendant mon jogging. Je sais que votre père n'a rien à voir avec ça, mais j'espère juste que vous avez vu quelque chose, dit-elle avec un ton triste dans la voix. Non, je suis désolée. Quand on vous a vu, vous étiez déjà inconsciente, lui ai-je répondu. Elle n'a pas plus insisté après. Elle a laissé tomber et a quitté le bureau. Le soir même, papa et moi avons mangé dans mon restaurant chic préféré en guise de récompense parce que je me suis comportée comme une professionnelle pendant la première semaine de ma formation. Je suis sûre que ta mère serait fière de toi, a-t-il dit, et son expression faciale est passée de l'extase à la tristesse. Elle te manque toujours, ai-je demandé. Tous les jours, il répondit avec un demi-sourire. Quelques instants plus tard, j'ai vu madame Judy, la rivale de mon père, puis la femme qui a eu un accident. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé, mais je l'ai appelée avec excitation. Madame Judy! Elle a été surprise, mais elle a souri dès qu'elle m'a vue. Elle a marché dans notre direction. Mon père et moi nous sommes levés pour la saluer. Êtes-vous seule? Voulez-vous vous joindre à nous? Je lui ai demandé poliment. Mon père nous a juste souri, mais j'ai vu l'approbation dans son langage corporel. Alors madame Judy a décidé de se joindre à nous. Mais oh, je ne suis pas seule. Nous avons demandé une autre chaise au serveur. Je lui ai demandé si elle était avec son mari. Non, ma chère, je suis célibataire. Je suis ici avec mon fils, a-t-elle dit. Oh, il est là, dit-elle en regardant l'entrée du restaurant. Vous connaissez ce moment dans les films où vous voyez un gars vraiment sexy et grand et où soudain tout est au ralenti? Ouais, ça m'est arrivé.
J'étais dans les nuages pendant 30 secondes. J'étais juste en train de le fixer. Et encore plus embarrassant, ma bouche était grande ouverte et je bavais. Alors j'ai dû l'essuyer. Salut, je suis Randy. Il me tendit la main. Je l'ai prise et on s'est serré la main. Maine, ai-je répondu brièvement. Il y avait de l'électricité dans l'air, des oiseaux et des papillons. Vous connaissez ce sentiment de chaleur et de confort? Oui, j'en suis sûre. Et oui, il me fait cet effet. Tout au long de la nuit, mon père et madame Judy ont continué à parler d'affaires. Et Randy et moi n'arrêtions pas de nous jeter des regards furtifs. Il a ce grand sourire doux et enfantin. Ah, je ne pouvais pas me lasser de lui. C'était la première fois que j'avais le béguin pour quelqu'un, et j'agissais sûrement comme une idiote à ce moment-là. La nuit s'est terminée, et avant que nous nous séparions, il a réussi à m'arracher à nos parents et m'a demandé mon numéro de téléphone. Je lui ai donné avec joie, comme une enfant étourdie. Cette nuit s'est plutôt bien terminée. 2 semaines plus tard, je me suis retrouvée dans mon café préféré, les yeux rivés sur mon téléphone, et j'attendais toujours son texto. Est-ce qu'il m'enverra un jour un texto? Oh, je n'aurais pas dû faire comme si j'étais super intéressée par lui. Cela aurait pu le faire fuir. J'ai quitté le café, je suis allée au bureau, j'ai fait un rapide repas de retrouvailles avec des amis et je suis rentrée à la maison en attendant toujours son message. J'étais sur le point de dormir et j'avais envie de jeter mon téléphone par frustration. Je déteste les faux espoirs. J'ai enfui mon visage dans mon oreiller parce que je détestais la déception et la frustration que je ressentais. Puis, j'ai entendu mon téléphone sonner. J'ai répondu distraitement sans vérifier qui c'était. « Allô ?» dit-il. « Qui est-ce » ai-je demandé. « Salut, c'est Randy, le fils de Judy. J'espère que tu te souviens encore de moi, hein ?» dit-il. J'ai mordu le bord de mon oreiller pour ne pas laisser échapper un grand cri. Il n'a pas entendu de réponse pendant quelques secondes. Allô? Juste un instant, ai-je dit. Puis j'ai sauté de haut en bas plusieurs fois pour laisser sortir le sentiment d'étourdissement débordant. J'ai aussi poussé un petit cri. Puis je lui ai reparlé. Oh, salut! Comment ça va? Ai-je demandé, et je ne me souviens pas avoir souri autant de ma vie. Il m'a dit qu'il était vraiment désolé de ne pas avoir pu m'envoyer de message tout de suite, parce qu'il était très occupé par son travail, et il m'a demandé si j'étais disponible le lendemain matin. Je ferai mon jogging matinal près de chez toi. Tu veux peut-être le faire ensemble? Il a demandé. En un instant, j'ai dit « Ah oui, bien sûr !» À plus tard, puis il a raccroché. J'étais si heureuse que j'ai sauté sur mon lit pendant 1 minute entière en criant. Le lendemain matin, j'ai sorti ma plus belle tenue de sport parce que je voulais évidemment impressionner Randy. Il est venu me chercher à 5 heures du matin et on a fait du jogging pendant 2 heures. Puis il a dit « Le déjeuner est pour moi. » Bien sûr, j'ai répondu. On a pris le petit déjeuner dans mon café préféré et il a commandé tous mes plats préférés. Il n'est pas radin. Nous avons commencé à partager des histoires sur la famille et les affaires. Il a dit qu'il n'était pas le fils biologique de Madame Judy. Randy est en fait le neveu de Madame Judy. Elle l'a adopté quand ses parents sont morts dans un accident de voiture. Je lui ai également raconté mon histoire et nous avons réalisé que nous avions quelque chose en commun et que la connexion était vraiment forte. Ce n'était peut-être pas un rendez-vous idéal parce que nous transpirions tous les deux comme des fous, mais c'était vraiment un moment mémorable et amusant. Depuis lors, nous sommes devenus des copains de jogging. Nous prenons toujours un petit déjeuner après. Cela a duré un certain temps. Puis un jour, il m'a demandé si nous pouvions officiellement commencer à sortir ensemble. Je lui ai dit que nous pouvions sortir ensemble, mais que nous ne pouvions pas encore le dire à mon père parce qu'il paniquerait. Je lui ai parlé de l'histoire du 21e anniversaire. Il a trouvé ça drôle, mais il l'a respecté. Cela dit, nous avons essayé d'être aussi prudents que possible. Parfois, nous allions même dans une autre ville pour dîner, pour être sûr que mon père ne nous verrait pas. Je soudoie toujours l'assistante de direction de mon père, pour qu'elle me laisse sortir en douce pour le déjeuner et être avec Randy pendant un moment. Jusqu'à présent, nous avons déjà mangé dans mes restaurants préférés, regardé des films ensemble, sommes allés chez lui pour regarder Netflix, sommes allés au centre commercial ensemble, avons fait la fête avec des amis et bien d'autres choses encore. Parfois, je demande à mes amis de mentir pour moi. Je me sens vraiment mal à cause de ça, mais j'attends juste mon 21e anniversaire qui est dans quelques mois.
Une fois, je déjeunais avec Randy près de notre bureau. Mais mon père est entré dans le restaurant avec ses partenaires commerciaux. Il nous a vu nous tenir la main. Je sais qu'il était furieux, mais il n'a pas pu réagir tout de suite à cause de ses partenaires. Mais je sais que dès que je rentrerai à la maison, il commencera à me griller comme un barbecue. Et c'est bien vrai. Quand je suis rentrée à la maison, il était tellement furieux. Il a dit qu'il m'enverrait à l'étranger pendant un moment pour que je puisse oublier Randy. Cette nuit-là, Randy et moi avons parlé au téléphone. Nous pleurions tous les deux parce que nous ne voulions pas être séparés l'un de l'autre. La même nuit, mon père et Madame Judy se sont rencontrés dans un salon à l'intérieur d'un hôtel pour parler de ce qui s'était passé. Madame Judy était choquée de savoir que Randy et moi sortions ensemble, mais elle a dit qu'elle m'aimait pour son fils. Mon père aime bien Randy, mais il est juste inquiet pour notre avenir. Ils ont convenu qu'ils feraient tout pour nous séparer. Au moins jusqu'à ce que nous ayons l'âge requis. Quand papa est rentré, on s'est disputé à cause de beaucoup de choses. « Pourquoi tu ne peux pas me laisser avoir un petit ami ?» ai-je demandé. « Parce que je ne veux pas que tu aies des problèmes, dit-il. » J'étais choquée par sa réponse. J'ai laissé tomber. Je ne pouvais pas vraiment argumenter avec mon père à ce sujet. Je sais qu'il veut bien faire, mais j'ai aussi ma propre vie. Randy et moi ne sortons même pas officiellement ensemble. Nous apprécions juste la compagnie de l'autre. Et si nous voulons rendre les choses officielles, nous sommes déjà à ce stade de notre relation. Je n'hésiterai pas, car je sais qu'il en vaut la peine. Mais, de toute façon, il semble que ce soit une cause perdue. Je n'ai pas vraiment envie de rajouter de l'huile sur le feu. J'ai accepté de partir à l'étranger. Une semaine avant mon voyage à l'étranger, Randy m'a appelé et m'a demandé de l'accompagner pour la dernière fois sur une plage isolée où nous pourrons être seuls et créer des souvenirs ensemble. Je lui ai dit oui. J'ai donc menti à mon père et lui ai dit que j'allais passer la nuit chez une amie. Mais l'instinct de mon père s'est manifesté et il a décidé d'appeler Madame Judy pour lui demander où était Randy. Quand Madame Judy a répondu « Il s'occupe de quelque chose pour un événement à la plage la plus proche », mon père a su instantanément que Randy et moi étions ensemble. En une demi-heure, mon père était déjà dans l'allée de la maison de Madame Judy. Il est passé la prendre pour qu'il puisse nous suivre à la plage. Ils étaient loin de se douter que notre voyage était annulé. Nous sommes retournés en ville car il y avait un pont effondré sur le chemin. Nous avons décidé de dîner à l'hôtel à la place et nous nous sommes promis de nous attendre l'un l'autre quoi qu'il arrive. « Je t'attendrai, je te le promets, » dit-il. Peut-être que notre amour n'est pas pour maintenant, mais je suis sûre qu'un jour nous serons à nouveau ensemble, a dit Randy. Je l'ai serré très fort dans mes bras. Il m'a déposé chez moi. En entrant dans ma chambre, mon père a appelé. « Où étais-tu » J'ai dit à mon père que j'avais été malhonnête avec lui, mais je me suis excusée et je lui ai dit que je ne lui mentirais plus jamais. « Attends que je revienne, » dit mon père, et il est parti. Je l'ai attendu, mais il n'est rentré qu'à 4 heures du matin. J'ai commencé à m'inquiéter. J'ai essayé de l'appeler, mais je n'ai pas pu le joindre. Randy m'a appelé et m'a dit qu'il commençait à s'inquiéter aussi pour Madame Judy. Nous avons tous les deux décidé d'aller au poste de police pour signaler ce qui se passait. Le lendemain, mon père est rentré sain et sauf, mais il ne veut pas parler de ce qui s'est passé. J'ai poursuivi mon voyage à l'étranger, mais Randy m'y a suivi. Je suis rentrée à la maison pour mon 21e anniversaire et Randy m'a demandé en mariage dans un restaurant très confortable. Mon père et Madame Judy n'étaient pas au courant. Je sais qu'ils seront choqués par cette nouvelle, mais ce n'est peut-être pas ce qu'ils veulent pour nous, mais c'est comme ça. Mais quelque chose d'étrange s'est produit. Mon père a appelé et a dit que je devais demander à Randy de venir. J'étais très excitée et j'ai dit à Randy que c'était peut-être le bon moment pour lui parler de nos fiançailles. Quand je suis rentrée à la maison, je souriais d'une oreille à l'autre, mais les visages de mon père et de Madame Judy étaient empreints d'obscurité. Randy et moi étions si inquiets pour eux. « Elle est enceinte de 2 mois, » annonça mon père en parlant de Madame Judy. J'étais choquée et Randy a demandé qui était le père du bébé. « C'est moi, » répondit-il. Randy et moi nous sommes regardés et j'ai su que nous avions la même chose en tête. C'est impossible. On ne peut pas être frères et sœurs. On vient de se fiancer. Mon père a commencé à raconter l'histoire de ce qui s'est passé. La nuit où nous étions censés partir, ils nous ont suivis et se sont retrouvés en rade.
Alors, ils ont décidé de s'installer sur une plage isolée. Ils ont commencé à partager des histoires. Mon père a appris que Mme Judy n'avait pas pu se marier et avoir un enfant à elle à cause de l'amour qu'elle porte à Randy. Elle a consacré tout son temps à l'élever. Mon père a également partagé les mêmes sentiments. Il a dit qu'il n'a jamais pensé à se remarier quand ma mère est morte, parce qu'il ne veut pas me faire sentir plus seule. Puis la nuit est arrivée et une chose en entraînant une autre. À ce moment-là, Mme Judy était enceinte de 2 mois. Je pensais que Randy et moi serions ceux qui demanderaient l'approbation de nos parents pour le mariage. Mais c'est drôle, c'était en fait le contraire. Randy et moi avons abandonné notre amour pour les personnes qui nous aiment le plus. C'est à leur tour d'être heureux. Nous nous aimons toujours, mais nous ne voulons pas gâcher notre arbre généalogique. Alors nous avons décidé de ne pas poursuivre les sentiments que nous avons l'un pour l'autre. La bague que Randy m'a achetée, eh bien, nous avons laissé Madame Judy l'avoir comme bague de fiançailles. Je suppose que ce serait le nouvel héritage de la famille. 1 an plus tard, mon père et Madame Judy se sont mariés, et j'ai finalement eu un frère. Un mignon petit garçon que j'aime. À l'âge de 15 ans, je m'occupais de ma mère malade, de mon père alcoolique et de mon jeune frère. Je travaillais dans une pizzeria pour que ma famille ait de quoi manger. Ma mère souffrait d'une maladie mentale. Ses hallucinations étaient effrayantes. Parfois, elle détruisait des choses dans la maison. Mon père se rendait physiquement malade en buvant trop. Il était souvent en retard au travail et sa vue se détériorait. Je devais m'occuper de mon frère de 6 ans. Je restais éveillée la nuit et lorsque je m'endormais enfin, je faisais des cauchemars dans lesquels je voyais mon père mourir ou mon frère être emmené. Pour faire face au stress, j'ai commencé à faire des choses comme mon père à l'automne de ma première année de lycée. Cela a détendu tous les muscles de mon corps. J'ai bien accueilli l'engourdissement, mais mon père n'en a pas fait une bonne image. J'ai donc arrêté et essayé une autre drogue à la place. Un jour, au printemps de ma première année, mon ami m'a offert une pilule. J'ai hésité, puis j'ai accepté. 20 minutes plus tard, je me sentais heureuse et légère, comme si mon corps était un nuage. Tout le stress et les soucis concernant ma famille ont disparu pendant des heures. Après cette seule pilule, j'en voulais plus. Mon ami connaissait un dealer, alors je lui donnais l'argent et il m'en donnait plus. Ces pilules n'étaient pas bon marché et mon salaire de la pizzeria n'était pas suffisant. J'ai demandé à mon ami « Tu connais quelqu'un qui pourrait me trouver un meilleur emploi ou autre chose ?» Il m'a répondu « Pas vraiment. J'ai quelqu'un qui pourrait probablement t'aider, mais ce n'est pas exactement un travail légal. » Je savais qu'il faisait référence au dealer. J'avais besoin d'argent. Quelques jours plus tard, j'ai rencontré Victor, le dealer, devant sa maison. Il m'a invité à entrer. Sa maison était faiblement éclairée, mais beaucoup plus belle à l'intérieur qu'à l'extérieur. Victor m'a dit de m'asseoir. J'ai essayé d'être confiante et lui ai dit que je cherchais à gagner de l'argent. Il a acquiescé. Comme vous êtes un client fidèle, je vais vous proposer quelque chose. As-tu déjà vendu avant? Mes yeux se sont élargis et mon cœur a sauté un battement. Non. Il a hoché la tête et m'a tendu un sac en disant comme test. Il m'a donné des instructions puis a dit « Je ne joue pas avec mon argent. Si je découvre que tu me trompes de quelque façon que ce soit, ce ne sera pas joli, compris ?» J'ai hoché la tête et j'ai quitté sa maison, mon cœur battant la chamade. J'étais effrayée mais excitée de commencer à gagner de l'argent. Après avoir vendu mon premier lot, Victor est venu me chercher à l'école dans sa voiture. Je lui ai donné l'argent. Il avait l'air content et m'a proposé de m'en donner plus. Bientôt, j'apportais à Victor de l'argent qu'il ne pouvait même pas gagner. Je pouvais maintenant m'acheter des choses. Le fait d'être défoncé m'a permis de m'occuper de ma famille sans me sentir accablé ou anxieux. Quand j'étais sobre, je n'arrêtais pas de m'inquiéter de tout ce qui pouvait arriver à mon père, à ma mère et à mon frère. Mais après avoir pris une pilule, je flottais au-dessus de mes problèmes et mon esprit était vide. Les pilules m'ont même aidé à échapper au cauchemar. Bientôt, j'avais besoin d'une pilule toutes les quelques heures. Si je n'en prenais pas, j'avais des douleurs dans tout le corps et de graves maux de tête.
Pendant ma première année de lycée, certains de mes amis d'enfance ont commencé à s'inquiéter de mon attitude suspecte. À l'extérieur, je souriais et rassurais mes amis. À l'intérieur, j'avais honte. Allais-je vraiment comme mon père et me détruire comme ça? Mes parents n'ont pas remarqué ou ne se sont pas souciés de ce que je faisais, même lorsque je prenais une pilule devant eux. Un jour, je me suis évanouie à la maison. Je me suis réveillée couvert de vomi sur le sol de ma chambre. Ma mère est entrée dans la pièce et m'a regardée. Elle n'a pas dit un mot, elle est juste sortie. Je m'attendais à ce qu'on me crie dessus, pas à ce silence froid. C'était mon pire moment, allongé dans mon vomi, avec ma mère qui semblait indifférente. J'ai réalisé que j'étais seule. J'étais la seule à pouvoir prendre soin de moi, et je devais m'arrêter. Mais les symptômes de manque étaient si forts que je ne pouvais pas passer une journée sans prendre une pilule. J'ai appelé mes grands-parents au début de ma première année et je leur ai demandé de venir chercher mon petit frère pour vivre avec eux, et ils ont accepté. Pendant cette période, je me défonçais encore beaucoup, mais j'ai réussi à prendre la décision la plus intelligente de ma vie. J'étais fière d'avoir sorti mon petit frère de ce pétrin. Au début de ma dernière année, je travaillais toujours à la pizzeria et je dînais toujours pour Victor. Mon père était physiquement malade et ma mère était déconnectée de la réalité. Une nuit, environ 1 an après le départ de mon frère, la clarté est venue alors que j'étais allongée en silence dans ma chambre. J'allais passer mon baccalauréat le semestre suivant et je devais faire face à l'avenir. Mes grands-parents étaient âgés. Qu'arriverait-il à mon frère une fois qu'il serait parti? Que m'arriverait-il si je continuais à prendre des pilules? Moi seule pouvais changer ma vie. Je savais que j'étais dépendante et que la première étape pour devenir sobre était de me l'avouer. J'ai pensé à toutes les décisions stupides que j'avais prises. J'aurais pu simplement rester à l'écart. Mais maintenant, 3 ans plus tard, cette honte me titille parfois et me rappelle que je ne veux jamais y retourner. Puis, en octobre de ma dernière année, j'ai agi. J'ai vendu mon dernier lot, j'ai donné son argent à Victor et je lui ai dit que je ne vendrais plus rien. Il m'a laissé partir assez facilement. J'ai cherché les symptômes de sevrage. Je savais que je devrais manquer l'école aussi, parce que j'avais lu que le sevrage physique dure 1 semaine. C'était encore pire que ce que j'avais lu. J'avais mal partout et je me sentais extrêmement faible. Je tremblais et je vomissais plusieurs fois par jour, au point que mon vomi n'était plus que de l'eau. Je transpirais, mais j'avais froid. Je n'avais pas les moyens d'aller dans une cure de désintox. Toute la semaine, je suis restée allongée dans mon lit. J'avais dit à quelques amis proches que j'arrêtais de fumer et que je les appellerais pour leur dire comment je m'en sortais. Ils m'ont dit qu'ils étaient fiers de moi et qu'ils seraient toujours là pour moi. J'ai réalisé que je n'avais pas à affronter mes démons seuls. Ma mère continuait à se parler à elle-même dans le salon, tandis que mon père faisait ce qu'il fait toujours. Mais j'avais des amis pour me soutenir dans les moments difficiles. J'ai manqué presque 1 mois d'école et ma moyenne a beaucoup baissé. En fait, ce trimestre-là, j'ai échoué à 2 cours à cause de mes absences. Je savais que si les gens connaissaient ma situation réelle, je pourrais être placée en famille d'accueil. À ce moment-là, je ne voulais pas être séparée de mes parents, alors j'ai dit à mes professeurs que j'avais des problèmes familiaux. Certains professeurs avaient entendu des rumeurs selon lesquelles je prenais des pilules. Mon professeur d'anglais m'a dit « Je suis fière que tu aies décidé de changer pour le mieux. Tu es une fille intelligente et j'espère que tu resteras sur le bon chemin. » Sa réponse m'a presque fait pleurer. Je n'avais jamais entendu personne, pas même mes propres parents, me dire qu'ils étaient fiers de moi. Une fois que je suis retournée à l'école, j'ai fait tous mes devoirs. Je n'ai jamais manqué un cours et j'ai eu d'excellents résultats à tous les examens. Je suis entrée à l'université. J'étais enfin sur la bonne voie. Mais la vie n'est pas devenue beaucoup plus facile une fois que j'étais sobre. L'entrée à l'université était accablante car je n'étais pas habituée à la quantité de travail demandé par les professeurs.
Il était difficile de rester sobre malgré les doutes. Je croyais que je n'étais pas assez bonne pour l'université et que si je faisais une petite erreur, je retournerais à la case départ. Au lieu de m'engourdir, j'affronte mes démons et je les libère. C'est bien mieux que de ne rien ressentir du tout. 7 ans peut être un âge très critique dans la vie d'un être humain. C'est l'année où l'on passe du CP au CE1. C'est peut-être aussi l'année où l'on pratique pour la première fois un sport qui façonnera notre avenir. Mais pour moi, c'est l'âge où mes parents ont décidé de mener des vies séparées. J'ai grandi comme n'importe quelle fille ordinaire, j'ai fréquenté une bonne école maternelle, j'ai fait du sport et j'avais de bons amis. Mes parents, si je me souviens bien, étaient toujours de bonne humeur, l'un envers l'autre et partageaient la joie d'élever leur fille ensemble. Je n'ai que peu de souvenirs des mauvais moments où mes parents se disputaient. Le pire souvenir dont je me souvienne est celui où, à l'âge de 7 ans, allongé dans mon lit, mes parents sont entrés dans ma chambre et mon père m'a dit « Tania, ta mère et moi allons divorcer. » Ma première réaction a été l'instinct naturel d'un jeune enfant qui consiste à me faire des reproches. Lorsque j'étais enfant, j'avais souvent plus d'une fête d'anniversaire. Cela semble cool, mais ce n'est pas ce que l'on croit. Je suis une enfant issue d'un divorce. Mon enfance ne m'appartenait pas. Elle appartenait à mes parents. Je me suis perdue dans tous les efforts que j'ai faits pour apaiser les deux camps de ma famille. En me déplaçant seule entre deux vies distinctes, j'étais en marge de chaque famille. Jamais une initiée. Les personnes que j'aimais le plus n'étaient jamais dans la même pièce. Et beaucoup d'entre elles ne savaient même pas qu'elles existaient. Je manquais des événements et des célébrations parce que je devais passer du temps avec mon autre famille. Les enfants issus d'un divorce apprennent à faire face à ces difficultés et à cette instabilité, mais à l'âge de 10 ans, je ne voulais plus m'en préoccuper. Je ne voulais pas vivre dans 2 maisons différentes, avec 2 chambres différentes, des vêtements différents, des jouets différents, des amis différents et des règles différentes. J'étais une enfant de 10 ans, prise entre le marteau et l'enclume. Un jour, j'ai dit à mon père que je ne voulais plus lui rendre visite. C'était un acte courageux et ignare, pour être honnête. Nous ne saurons jamais si c'était la bonne décision ou non, mais à l'époque, aucun de mes parents ne possédait la stabilité émotionnelle nécessaire pour trouver une solution plus positive. C'est ainsi que les choses se sont passées. La lutte pour le pouvoir qui était restée latente entre mes parents a éclaté à nouveau. Et cette fois-ci, c'est moi qui en ai été la cible. Cette fois, j'étais responsable de la discorde. Dans une maison, on me blâmait. Dans l'autre, j'étais une victime. Il n'y avait plus de fêtes d'anniversaire multiples. Au lieu de cela, il y avait la stabilité et la cohérence dans une maison, la colère et l'évitement dans l'autre. Les choix entraînent des conséquences et, au fil du temps, j'ai perdu le contact avec la famille de mon père. Il est difficile de rester en contact avec des personnes liées à quelqu'un que l'on a repoussé. Des cousins avec lesquels je jouais ont été rayés de ma vie. Nous ne nous sommes plus jamais rendus visite. Était-ce parce qu'il était préférable de garder les liens coupés? Ou était-ce ma punition pour avoir été une horrible enfant? Tout ce que je connaissais, c'était le silence et la perte. Au début de mon adolescence, ma mère s'est remariée et j'ai rencontré de nouveaux cousins. J'ai appris de nouvelles traditions de Noël et je me suis assise à la table avec des nouveaux enfants. Au lieu de reballoter d'une famille à l'autre, la vie s'est stabilisée. Même si je n'avais des nouvelles de mon père qu'une ou 2 fois par an, la vie était relativement stable. Mais les choses ont changé à nouveau lorsque ma mère et mon beau-père se sont séparés au cours de ma première année d'université. Je tentais de rester en contact avec les membres de ma famille chaque fois que je rentrais chez moi pour les vacances. Encore une fois, j'essayais de faire plaisir à tout le monde, alors que l'anxiété envahissait mes pensées. Avec qui dois-je passer le réveillon de Noël? Dois-je rendre visite à telle ou telle famille? Seront-ils offensés si je ne prends pas le temps de les voir? Seront-ils offensés si je n'apporte pas de cadeaux? J'aurais aimé que tout le monde vienne me rendre visite. Mais cela n'aurait pas très bien marché chez ma mère. Au lieu de cela, j'ai rendu visite à tout le monde par mes propres moyens, en apportant des petits cadeaux bien pensés que j'avais achetés avec mon budget d'étudiante. Je faisais la causette et me sentais étrangère. J'étais toujours l'invitée gênante,
jamais l'hôte chaleureuse. Pendant les 10 années qui ont suivi ma sortie de l'université, j'ai vécu loin de chez moi. Pas un seul membre de mes 4 familles, à l'exception de ma mère, n'est venu me rendre visite, ne m'a appelé ou n'a même fait savoir qu'il passait en ville. Pourtant, chaque fois que je rentrais chez moi pour Noël, je programmais des visites, j'achetais des cadeaux et je prenais le temps de voir autant de personnes que possible. Je faisais cela pour qu'ils se sentent bien, pas moi. Il y a 2 ans, j'ai déménagé et je vis désormais à moins d'1 journée de route de mes 4 familles, de leurs nouveaux conjoints et de leurs jeunes enfants. Nous sommes tous connectés sur Facebook, mais ma mère est toujours la seule personne qui m'appelle ou me rend visite. Lorsque j'entends dire qu'un membre de la famille est passé par la ville mais n'a pas appelé, cela m'attriste. Mais je me rends compte qu'ils n'appellent pas parce qu'ils ne me connaissent pas vraiment. Pour eux, je n'ai jamais été une personne fixe. Je n'étais là que pour quelques Noëls par-ci et par-là. Bien qu'ils soient ma famille, je n'ai jamais été la leur. Ils ne savent pas qu'ils ne sont qu'une des nombreuses personnes réparties dans 4 familles différentes avec lesquelles je n'ai pas pu rester en contact. Parfois, le divorce nous disperse trop pour que nous puissions nouer de véritables liens familiaux durables. Cet été, je vais me marier et fonder une famille. J'essaie de ne pas avoir trop d'attentes. Je sais qu'aucune famille n'est parfaite, mais mon futur mari est le roi du contact avec les gens. Il est persévérant, charismatique, indulgent et loyal. Il m'apprend le sens du mot famille. Ensemble, nous apprendrons à nos enfants à se tendre la main avec compassion et à se soutenir mutuellement dans les moments difficiles. Je me languis de joie et d'amitié avec ma nouvelle famille et j'ai l'intention de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour rester mariée. Émilie et moi sommes devenus meilleures amies au cours de la première année de lycée. Nous sommes liés par notre amour du théâtre. Nous fréquentions les mêmes groupes et suivions les mêmes cours. Il semblait si facile d'être meilleure amie. Les choses se sont compliquées lorsqu'il a fallu passer à l'université. Nous n'allions pas dans la même université, mais nous étions toujours très proches en tant qu'amis. Nous envoyions beaucoup de messages sur ce qui se passait dans nos vies, et lorsque j'avais besoin d'un conseil, elle était la première personne à qui je parlais. J'ai eu du mal à faire la transition entre le lycée et l'université, où tout semblait si facile. L'université était un endroit complètement différent pour moi, et c'est à elle que j'en parlais. En première année, je la voyais tous les 2 mois. Elle était suffisamment proche pour que nous puissions essayer de trouver le temps de passer du temps ensemble. Je n'avais pas beaucoup d'amis, il était donc plus facile de lui laisser mon temps libre. Cela ne me dérangeait pas, c'était ma meilleure amie. La 2e année a été la même chose. Mais j'avais mis de l'ordre dans ma vie. Je ne me débattais pas dans mes cours, mais ma vie sociale était toujours la même. Je n'avais que peu d'amis avec lesquels je traînais, et cela ne me dérangeait pas parce que je l'avais, elle. Nous nous parlions et nous nous envoyions des messages à propos de tout, et je lui faisais part de tous mes soucis et de toutes mes frustrations. Sans elle, je n'aurais pas survécu à ces 2 premières années. Je ne me souviens pas vraiment de ce qui s'est passé l'été dernier, avant la première année, mais je pense que c'est à ce moment-là que j'ai décidé de sortir de ma coquille et de profiter de mes années d'université. Au début de ma première année, j'ai rencontré de nouvelles personnes avec lesquelles j'ai vraiment apprécié d'être en contact. Ils vivaient dans les dortoirs, dans le même couloir que moi, alors il était facile de passer du temps avec eux, même si c'était jusqu'à 2 heures du matin et que nous avions des cours tôt le lendemain matin. Je leur consacrais plus de temps et je ne me rendais même pas compte que j'avais mis ma relation avec ma meilleure amie entre parenthèses. Je ne l'ai découvert que lorsque j'ai essayé de lui parler et qu'elle ne m'a pas répondu. J'ai appris plus tard par ma sœur, qui était également très amie avec elle, qu'elles avaient parlé du fait que je l'ignorais. Elle m'envoyait des messages et je ne répondais pas. Elle essayait de me parler et j'étais trop occupée. Je ne me souvenais pas avoir fait tout cela. Je pensais que j'étais assez constante et que je répondais toujours. Je m'étais attachée à mes nouveaux amis. Ils faisaient désormais partie de ma vie quotidienne et je l'avais inconsciemment remplacé. Les 2 derniers mois de notre amitié,
J'avais essayé de lui parler et d'arranger les choses, mais en vain. C'était la fin du semestre. Nous étions toutes les deux stressées par les examens et les problèmes familiaux et nous ne pouvions pas vraiment parler. Nous avons finalement parlé pendant les vacances d'hiver. Je n'avais aucune excuse pour ce que j'avais fait et lorsqu'elle m'a appelée, je lui ai dit que je ne voulais jamais la perdre. Notre amitié a pris fin ce jour-là. Je me suis assise dans ma chambre et j'ai pleuré pendant un moment pensant à la personne formidable que j'avais perdue. Je me sentais coupable de ce que j'avais fait. J'étais passée à autre chose sans jamais le lui dire et c'est là que j'ai fait une erreur. Plus tard dans la nuit, j'ai pris la décision de ne plus prendre mes amitiés à la légère, même si elles étaient à distance. Elle était une partie très importante de ma vie et je regrette de l'avoir laissée partir. J'espère qu'un jour j'aurai le courage de lui dire à quel point elle était importante pour moi. Elle a tant fait pour moi, même s'il s'agissait d'un simple message pour savoir comment j'allais. Je garde l'espoir qu'un jour nous pourrons redevenir amis. Mais ce n'est pas tout. Émilie écoutait un groupe de filles et au lieu d'essayer de me ramener à la raison, elle a laissé quelqu'un me la voler. J'étais tellement prête à essayer d'arranger les choses, jusqu'à ce que j'entende sa version de l'histoire. Je tiens à lui dire un grand merci. Eh oui, j'ai été aigrie, très aigrie, quand j'ai découvert la vraie raison pour laquelle ma meilleure amie ne me parlait plus autant. J'étais en colère contre elle et je l'ai blâmée pour tout. Je l'ai blâmée pour les moments perdus avec elle, pour les souvenirs, et je regrettais tout. De l'argent à l'empreinte de vêtements, en passant par des choses simples, comme aider à la maison, parce que tout cela n'était rien d'autre que du temps perdu. Je t'en veux, Émilie. Je veux qu'elle revienne. Je veux que ma meilleure amie revienne dans ma vie et qu'elle fasse des choses avec moi, comme des rolling, des voyages, des doubles rendez-vous, du shopping ensemble, des choses que les meilleures amies normales font. Mais je n'ai pas pu, parce qu'Émilie a choisi d'être avec d'autres amis. Je n'ai pas besoin d'elle. Elle a choisi de me quitter. Elle a choisi de ne plus être mon amie après que cette autre fille ait décidé de parler et de raconter des petits mensonges. Émilie a mis fin à notre amitié. L'autre fille n'y a joué qu'un rôle. Mais Émilie l'a accueillie et je dois la remercier pour cela. C'est cruel de faire cela à un être humain. Les êtres humains doivent se sentir désirés, ce qui n'est pas le cas. Quant à la fille qui m'a volé ma meilleure amie, assure-toi d'être là pour elle lorsqu'elle et son petit ami traversent une période difficile. Assure-toi d'être là pour lui parler lorsqu'elle a des doutes sur l'université ou que sa famille la harcèle. Assure-toi d'être là pour ses séances de relooking, ses virées shopping ou tout simplement ses soirées cinéma. Prends-la dans tes bras lorsqu'elle pleure devant La Belle et la Bête. Sois la meilleure personne possible pour elle. Je sais qu'elle en a besoin plus que jamais, parce que c'est ce qu'elle mérite. Je ne pense vraiment pas que je m'en remettrai un jour. Elle m'a quittée pour une raison stupide, pour quelque chose que tu as causé. Mais ce n'est pas grave, on vit et on apprend. Quelqu'un a dit un jour, certaines personnes nous quittent, mais ce n'est pas la fin de ton histoire. C'est la fin de leur rôle dans ton histoire. Je chérirai toujours notre amitié. Même si les choses n'étaient pas censées se passer ainsi, votre meilleure amie l'est pour une raison. Et cela ne devrait pas se terminer de la même manière que pour moi. Souvenez-vous de tous les moments que vous avez vécus, parce qu'un jour, vous ne serez peut-être plus les mêmes ou vous passerez à autre chose. Bonjour, je m'appelle Brenda, et voici comment je me suis ridiculisée à l'âge de 14 ans. Avant de vous raconter mon histoire, permettez-moi de souligner quelques points. Tous les adolescents éprouvent parfois un peu d'anxiété. Il s'agit en fait d'une réaction normale au stress et cela les aide parfois à faire face à des situations accablantes. Pour beaucoup d'adolescents, des choses comme parler en public, les examens finaux ou même sortir avec quelqu'un peuvent provoquer des sentiments d'anxiété. Pour certains adolescents, cependant, l'anxiété peut aller au-delà de ces symptômes typiques et affecter négativement les relations amicales et familiales, la participation aux activités et même leur travail scolaire. Et ne me faites pas dire qu'être un adolescent ressort du sang du diable. Ok, c'était une blague innocente, mais je le pense vraiment. Donc, j'étais assise en classe,
derrière le gars le plus mignon de ma classe. Son nom était Josh. Et je voulais juste lui demander son numéro de téléphone, mais j'étais terriblement timide et j'avais très peur d'être rejetée. Mais le moment du bal de l'école approchait. Je voulais y aller avec lui, mais il n'y avait aucun moyen de le faire en face à face. J'ai essayé de surmonter mon anxiété et je me suis convaincue d'y aller. J'ai débattu avec moi-même pendant un certain temps, manquant la plus grande partie de la leçon en classe de ce jour-là, avant de me décider à lui demander. Je lui ai demandé, et il a accepté. Il a lentement pris mon téléphone, a tapé son numéro et me l'a rendu. Je me suis sentie soulagée, j'avais obtenu le numéro. Je veux dire, j'avais tort, il n'y avait pas de quoi être inquiète. J'avais aggravé la situation dans mon esprit par rapport à la réalité. C'était agréable de réaliser que j'étais anxieuse pour rien. D'en finir et d'avoir son numéro. Je suis rentrée à la maison plus tard ce jour-là et j'étais si excitée d'appeler ou d'envoyer un SMS à Josh. Mais comme je suis timide socialement, j'ai essayé de lui envoyer un message. Mais le message n'a pas été délivré. J'ai vérifié le numéro qu'il m'a donné et j'ai remarqué qu'il comprenait le chiffre 911, ce qui m'a indiqué qu'il m'avait donné un faux numéro de téléphone pour éviter que je le contacte. Je me suis soudain rendu compte à quel point j'avais agi bizarrement envers lui. Je n'avais pas de grand lien avec ce garçon avant de lui demander son numéro. Il n'y avait pas de relation entre nous. Alors j'ai dû lui faire peur en lui demandant son numéro. Je lui ai également demandé en plein cours en lui tapant sur l'épaule. Il n'y avait rien de naturel ou même de normal dans ma façon de procéder. Je n'ai pas agi de manière immorale, mais c'était terriblement gênant, socialement inapproprié et donc voué à l'échec. La rencontre a été douloureuse, mais je suppose que j'en ai tiré quelques leçons sur la façon de socialiser de manière appropriée. J'ai également appris qu'il est incroyablement facile de ne pas voir les signes évidents que les autres personnes vous donnent lorsque vous êtes anxieux, car vous êtes tellement absorbé par vous-même que vous ne voyez pas les signaux sociaux. En repensant à la façon dont il était clairement mal à l'aise face à ma demande, ce qui l'a fait comprendre en ne souriant pas et en hésitant à accepter de taper le numéro. Si j'avais été concentrée et que j'avais prêté attention, j'aurais peut-être remarqué son comportement et la façon dont il reflétait clairement ses sentiments à mon égard et face à notre échange. Cela m'amène à me poser la question suivante. Est-il plus facile d'avoir une anxiété fonctionnelle que d'être prisonnier de sa propre coquille, figé par l'anxiété? C'est peut-être le moindre des deux mots. S'occuper est souvent le moyen de rester figé dans sa coquille avec l'anxiété. Mais pour moi, cette expérience s'est transformée en objectif et a renforcé ma confiance en moi. Je vois cela comme une étape, mais ensuite, l'amélioration de l'estime de soi et de la confiance en soi vous permettra de fonctionner sans anxiété. C'est le but ultime. Mais vous savez quoi? Écrivez votre propre histoire. Vous ne pouvez pas continuer si quelqu'un l'écrit pour vous. Beaucoup de jeunes à l'école ressentaient la même chose. Ils ne se sentaient pas bien. Et je ne savais pas pourquoi. Les adolescents se reconnaîtront ce qui est effrayant et aggrave l'anxiété. Il faut y aller pour savoir que l'on est bien à l'école, et on ne peut le savoir que si l'on y va. Surmonter l'anxiété n'est pas une question de hippie ou de charabia. Il m'a fallu des années pour surmonter ce que j'appelle la peur de la vie, et je l'ai appris à la dure. Alors, est-ce que la blague du diable a un sens? Hey, je suis Anne. C'était les vacances d'été avant l'université. En guise de célébration de la remise des diplômes et avant que chacun d'entre nous n'aille dans une université différente, mes meilleurs amis et moi avons décidé de partir en vacances d'été. Dans l'un des plus beaux endroits du monde. Du moins, c'est ce que je pense. À Hawaï. J'étais dans ma chambre et je rêvais de porter ces soutiens-gorge à la noix de coco tout en sirotant un jus exotique. Peut-être même en faisant une danse oula. Ma meilleure amie Kim m'a appelée et a fait voler en éclats ma bulle de noix de coco. Elle m'a suggéré que, puisque nous entamions une nouvelle étape de notre vie, nous pourrions tout aussi bien nous refaire une beauté. Je pensais qu'elle proposait d'aller faire du shopping ou quelque chose comme ça. Mais non, elle a dit que nous devrions aller au salon de coiffure pour nous faire des nouvelles coupes de cheveux et peut-être nous teindre les cheveux dans la foulée. J'avoue que j'étais très excitée par cette idée, alors j'ai dit oui. Ma coiffeuse habituelle était en congé annuel. Elle a toujours coupé mes cheveux de la façon dont je l'ai décrit. Je l'adore. Cependant, elle a été absente depuis un certain temps et nous ne pouvions pas patienter plus longtemps pour une nouvelle coupe de cheveux. Alors j'ai pris un rendez-vous avec une autre coiffeuse dans le même salon de coiffure. Petite précision, Kim est blonde alors que je suis brune. Je sais que ça peut paraître superflu, mais ce sera utile pour le reste de l'histoire. Kim et moi avons conduit jusqu'au salon de coiffure. L'endroit avait l'air très chic, le genre d'endroit en lequel on a confiance. Nous sommes entrés en riant comme si nous avions 12 ans. En réalité, nous en avions 18. Quoi qu'il en soit, nous avons été acquis par une gentille dame. Elle nous a dit que Kim devrait opter pour un balayage et que je devrais faire de même et passer au blond. J'étais un peu sceptique, mais qui s'en soucie? C'est l'été. La dame m'a mis du décolorant sur la tête et s'est occupée des cheveux de Kim. Kim voulait des mèches roses. Au bout de 15 minutes,
Mon cuir chevelu a commencé à me brûler. J'ai donc appelé la gentille dame et elle m'a dit qu'il était temps de laver le décolorant. Pendant qu'elle me lavait la tête, son visage est devenu impassible. Des lambeaux de mes cheveux orange se trouvaient partout dans l'évier. Kim m'a regardé et ses yeux sont devenus aussi grands que ma tête. La dame m'a demandé de ne pas paniquer et m'a dit qu'elle pourrait couvrir les zones dégarnies avec une coupe de cheveux vraiment courte. Alors je lui ai montré une photo de ce à quoi je voulais ressembler exactement. Elle a donc commencé à couper, jusqu'ici tout allait bien. Puis, elle a coupé une énorme partie sur le devant de mes cheveux en disant qu'elle structurait mon visage. À ce stade, il était déjà trop tard. C'était affreux. C'était pas du tout moi, et surtout pas ce que j'avais demandé. Je lui ai donc dit que je détestais cette coiffure. Elle s'est sentie mal et j'ai commencé à pleurer parce que c'était vraiment très laid sur moi. Et me voilà coincée avec une mauvaise coupe de cheveux. J'essaie de me calmer en me disant que la couleur allait peut-être s'arranger. Lorsqu'elle a appliqué la teinture, mes cheveux sont devenus verts. La seule solution était de devenir rousse. Et c'était impossible pour moi. Je n'ai pas le teint d'une rousse. Nos petits amis devaient passer nous prendre au salon, et le simple fait d'imaginer la tête de Nick m'a fait rire et pleurer à la fois. Rachel l'a joué cool, et même son balayage a mal tourné. Mais cet incident était unique en son genre. Je me suis retrouvée avec la couleur de cheveux la plus bizarre qui soit. On aurait dit que j'étais moitié sirène, moitié dragon. Cela ne m'a pas empêché de profiter de mes vacances d'été. En fait, ce fut une bonne source de plaisanterie pendant très très longtemps. Presque toutes les filles rêvent d'être une princesse de Disney, d'être comme Cendrillon qui a épousé le prince, ou Blanche-Neige, la plus belle de toutes. Mon histoire est un peu de ce genre, mais les contes de fées ont généralement une fin heureuse, n'est-ce pas? Mais la mienne... Eh bien, je vous laisse en juger par vous-même. Je m'appelle Rona, et j'ai 17 ans. Je vis avec mes parents et ma sœur Célina. À l'école, j'étais comme une princesse. J'adorais tous mes amis. Et ils m'adoraient. J'excellais dans tout. J'étais la meilleure chanteuse de l'école, j'étais très sportive, et je pratiquais tous les sports. Mon seul défaut était mes cheveux, qui étaient trop frisés et trop moches à mon goût. Je pense que le coiffeur les a appelés bouclés, juste pour réconforter les gens comme moi. Mais frisé n'est pas bouclé. Pas dans mon agenda. J'admets que les cheveux frisés peuvent être attrayants sur certaines personnes, mais le look le plus ravissant pour moi, ce sont les cheveux longs et lisses. De beaux cheveux raides peuvent rendre n'importe quelle fille belle, même si elle n'a pas de beaux traits. Oh, comme j'enviais certaines filles de mon école avec leurs cheveux longs et soyeux. Bien sûr, ma princesse Disney préférée était Réponse. Je rêvais toujours d'être elle. À mon avis, c'était la plus belle princesse de l'univers Disney. Les souffrances qu'elle a endurées et le fait d'avoir finalement obtenu ce qu'elle méritait, sans parler de sa chevelure dorée et soyeuse, bien sûr. La façon dont elle brillait au soleil. Qu'est-ce que je ne donnerais pas pour avoir des cheveux comme ça? J'ai tout essayé pour améliorer mes cheveux. Je les ai shampouinés, mais ils gonflaient comme la fourrure d'un chien poméranien, si vous en avez déjà vu un. J'ai utilisé la crème lissante pour cheveux, mais ils ressemblaient alors à une route pavée avec de la mélasse répandue dessus. J'ai essayé des appareils électriques, mais ils n'ont pas aidé non plus. Ne vous moquez pas de moi. C'est la vérité. Chaque jour, je rêvais d'avoir des cheveux lisses. Puis, un jour, j'ai vu une publicité alors que je discutais avec mes amis. Elle mentionnait un centre de recherche en sciences de la beauté et indiquait que des scientifiques avaient mis au point un nouveau produit, capable de transformer en quelques minutes n'importe quel cheveu, qu'il soit bouclé ou frisé, en cheveux lisses et soyeux. Le centre avait besoin de volontaires pour tester le produit devant un public. Je me suis dit, waouh, mon rêve pourrait bien se réaliser, et je pourrais aussi devenir célèbre. J'ai immédiatement envoyé ma candidature. J'ai été sélectionnée parmi 3 autres filles. J'étais un peu inquiète parce que l'expérience m'avait appris que les choses ne se passent jamais comme on l'avait prévu. Mais je me suis consolée. C'était un produit simple. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? J'ai fait des recherches sur le scientifique qui allait mener l'expérience. C'était un scientifique célèbre dans son domaine. Son nom était Wilfred Johnson. Je suis arrivée au studio, le test en direct serait effectué. Ils étaient prêts et m'attendaient. M. Johnson ressemblait à un scientifique d'un dessin animé. Cheveux ébouriffés, blouse blanche trop grande, lunettes d'Harry Potter. Vous voyez le tableau. Il m'a expliqué comment le produit fonctionnait et m'a assuré que tout irait bien. Oui, c'est ça. Comme si je n'avais jamais entendu ça avant. Néanmoins, son discours d'encouragement m'a enthousiasmé.
Puis sont sortis les documents juridiques, les clauses de non-responsabilité qui disaient qu'ils n'étaient pas responsables des effets secondaires qui pourraient m'arriver en utilisant leurs produits de beauté. Alors, je les ai signés. Voyant que j'avais l'air dubitative et inquiète, il a tenté de me rassurer en me disant que c'était la routine et que c'était typique de tous les essais cliniques. Cela ne m'a pas rassurée, mais j'ai quand même décidé d'aller jusqu'au bout. J'avais invité mes amis à venir assister à l'expérience. Elle était organisée comme une grande conférence. En plus de M. Johnson, il y avait des journalistes, des photographes et 2 autres médecins dans la salle. M. Johnson a commencé à expliquer le produit pour le bien du public. Je me tenais à l'écart de la scène en attendant d'être appelé. Enfin, ils étaient prêts pour nous, et nous ont appelés sur la scène, où nous avons pris place dans leur fauteuil de coiffure. Des scientifiques ont mélangé divers liquides multicolores dans des flacons de laboratoire sur une table voisine de la scène. Après quoi, M. Johnson a rempli un flacon pulvérisateur du mélange et s'est approché de moi. Il m'a chuchoté à l'oreille que mon nom entrerait dans l'histoire. Puis, il aspergea mes cheveux avec l'élixir magique que les scientifiques avaient concocté quelques minutes auparavant. J'ai attendu nerveusement. Puis, lentement, mon cuir chevelu a ressenti une sensation de picotement, comme si j'avais été piqué par une centaine de fourmis en même temps. Mais j'étais trop gênée pour le mentionner. Puis la douleur a disparu, et un miracle s'est produit. Mes cheveux sont devenus lisses, comme M. Johnson l'avait promis. Le public a applaudi avec enthousiasme. L'arôme puissant de la réussite financière imprégnait l'atmosphère de la pièce. J'ai touché mes cheveux et je n'arrivais pas à croire à quel point ils étaient merveilleux. J'ai continué à les caresser, si doux, si soyeux, si droits et lisses. Je me suis réjouie. M. Johnson s'est approché du micro, tenant le produit dans sa main, et s'apprêtait à parler, lorsque le public a sursauté. Il regardait dans ma direction. M. Johnson s'est retourné et m'a également regardé. Mes cheveux avaient soudainement commencé à pousser à une vitesse fantastique. Ils sont devenus de plus en plus longs, jusqu'à ce que je ressemble exactement à Réponse. J'ai crié sous le choc. M. Johnson s'est précipité et a appelé à l'aide. Mon visage a pâli et je me suis évanouie. Quand je suis revenue à moi, j'étais allongée sur la scène dans un lit de mes propres cheveux, rassemblés sous moi. J'ai touché mes cheveux et oui, ils étaient encore lisses et soyeux. Mais mon souhait semblait s'être littéralement réalisé. J'étais en effet une réponse des temps modernes. C'est pourquoi j'ai voulu partager mon histoire avec vous aujourd'hui. Faites attention à ce que vous souhaitez. Vous pourriez l'obtenir.